Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour le remake du film The Crow du réalisateur Rupert Sanders, dont je fais le pitch tout de suite. Le pitch IMDb, évidemment. Une réimagination moderne du personnage bien aimé, The Crow, basé sur le roman graphique original de James O'Barr. Donc ça ne nous dit rien. Donc The Crow est un personnage de BD qui a eu une première adaptation en 94, je crois, d'Alex Proyas avec le disparu Brandon Lee, fils de Bruce Lee, qui est mort sur le tournage du film The Crow original. Et l'histoire de The Crow, c'est grosso modo une histoire un peu fantastique qui démarre sur le fait que quand une personne meurt de manière tragique et qu'il a encore des choses à faire sur Terre, c'est un peu le message, un corbeau vient le réanimer pour qu'il puisse se venger. Et du coup, c'est un revenge movie croisé avec une sorte de film de super-héros. The Crow, c'est une sorte de super-héros un peu dark, un peu fantastique, qui vient pour se venger. Et donc le pitch, c'est exactement le même. Ça te va comme pitch ? Ça me convient. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? Non. Ok. Donc, mon fils, qu'as-tu pensé du film nul The Crow de Rupert Sanders ? Oh là là. C'était nul. C'était nul ? Ouais, c'était nul. Tu veux développer Non, je veux pas développer le c'était nul. La nullitude. C'était nul. Ouais. C'était une immense catastrophe aussi pour moi. C'était nullissime ce film. J'étais catastrophé. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas... Cet été, on a eu un film nul comme ça ? Oh oui. Tu penses à quoi ? Je sais pas. Moi, je crois pas. C'est juste qu'on a tellement l'habitude des films nuls. Parce que l'été dernier, on avait enchaîné de tête Meg 2. Il devait y avoir Il y avait The Flash, il y avait Meg 2. Il devait y avoir une marvelerie au milieu de tout ça. On avait enchaîné l'été dernier quand même des trucs bien naze. Oui, mais même cet là, été, je crois qu'on en a eu. Bah cet été, on a quand même vu des trucs pas trop mal. Déjà, on a eu Alien. Ouais. On a eu un Marvel qui était moins Marvel que d'habitude. Enfin, qui était complètement Marvel, mais moins nul que d'habitude, qui était le Wolverine. Ouais. Toi, t'as bien aimé le Trap. Ouais. Donc, on a vu quand même des choses pas mal. Ouais, c'est vrai. J'ai pas trop le souvenir, moi, qu'on ait eu un été terrible. Donc The Crow vient clôturer ça avec... Le Twister qui était nul. Twister était... Alors, tu sais quoi ? En comparaison de The Crow, Twister est un très honnête film. Ça permet de réévaluer... C'est même un chef-d'œuvre. Donc The Crow, une catastrophe totale. On rentre dans le vif du sujet ? Oui. Ok. Donc déjà, moi, pour information, le premier The Crow est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais ado. C'est vraiment un film d'ado, je trouve, dans le côté très dark emo, tu sais, très dépressif, très noir. Pour une fois, et je crois que c'est la seule fois où on l'a fait, on a vu le film The Crow au ciné. Toi, tu connaissais pas le film originel, et on est rentré et on a fait le The Crow original. Oui. On les a enchaînés l'un derrière l'autre. Ouais. Du coup, je veux bien que tu partages. Qu'est-ce que tu as pensé du The Crow de 94 d'Alex Proyas avec Brandon Lee ? Bon, il est bien meilleur. Tout simplement, il n'y a rien de... C'est... Le film est plus beau, déjà. Ça, c'est clair. Non, mais il est meilleur. Il n'y a rien de... Mais je trouve même dans... Parce que... Donc déjà, on va commencer par l'histoire. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que c'est quand même une histoire très simple, The Crow. C'est l'histoire de personnes qui se font tuer, tu te fais revivre, tu fais une vengeance. Donc, des films de vengeance, des revenge movies, on en a vu des palanqués. Et le principe d'un revenge movie, c'est que justement, ton histoire, elle est simple et elle doit porter justement quelque chose de très viscéral. On est d'accord là-dessus. Et pour le coup, le The Crow originel est clairement comme ça, on est d'accord. C'est-à-dire que on moins voit... de 10 minutes. Hein. Ouais, c'est ça dure 10-15 minutes, il est en The Crow et c'est parti. Bon. Dans le The Crow, le remake... 1h30. Non mais c'est ça. Tu mets 1h30
pour avoir le The Crow, quoi. Oui, et on n'exagère pas. Et c'est 1h30. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le physique, là, avec le costume qu'il a, etc., c'est au bout d'1h30. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour transformer ce qui était simple et efficace en un long truc chiant qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, en fait, de faire ça. Parce qu'en plus, tu sais tout de suite où ça va. C'est inutilement alambiqué. Et donc, tu as 1h30 de film, de dialogue, de situation, on s'en fout complètement, inutilement compliqué. Enfin, on essaye de faire une histoire compliquée, puis alors, une histoire d'amour Mon Dieu. qui ne fonctionne pas du tout. Parce que donc, le principe, c'est que c'est deux êtres qui doivent s'aimer très très fort pour que ça appelle le corbeau et qu'ils soient assassinés dans des conditions terribles. Encore une fois, quand on reprend le The Crow original, ça marchait très bien. En quelques scènes, tu comprenais pourquoi ils étaient très amoureux et ça le faisait. Et ça durait 2 minutes. Enfin, pas 2 minutes, mais la séquence dans l'appartement où Brandon Lee, tu sais, a des flashs de souvenirs, etc. Ça dure quoi, 5 minutes, on va dire. Et il mélange ça en plus entre les souvenirs qu'il a de sa mort et sa transformation en The Crow. Donc tu vois, c'est hyper efficace. Donc là, c'est l'histoire d'un toxico. Bon, on y viendra après au casting. Mais, donc c'est l'histoire d'un toxico interprété par Bill Skarsgård qui se fait interner dans un hôpital psychiatrique. En quelques jours, il tombe amoureux d'une autre nana qui est internée. Et là, il tombe super amoureux. 2 jours plus tard, ils se font tuer. Et là, on nous explique que c'était l'amour de sa vie. Un truc complètement dingue. Et ça a appelé le corbeau. Ce que j'ai envie de préciser, qu'ils se sont vus genre 2 fois. Hein. Oui. Pour se dire que c'est l'amour de leur vie. Ils se sont échangés 2 regards. C'est tout. Mais c'est ridicule. C'est ridicule et ça marche pas du tout. Et on n'y croit pas du tout. Et en plus, le fait de mettre ça dans un contexte d'hôpital psychiatrique, je trouve que c'est encore pire. Ouais. parce que ça souligne l'artificialité de ces sentiments qui sont complètement exacerbés et un peu absurdes en fait. Donc ça marche pas du tout. Donc on a un premier tiers, voire une première moitié qui est longue, pour avoir la mort du personnage de Skarsgård, qu'ils reviennent. Ils ont rajouté toute une partie avec l'au-delà. Parce que dans le premier film, la partie fantastique du corbeau était incarnée par un corbeau. Non mais c'est bête à dire, mais tu vois, t'avais vraiment le travail du corbeau incarnait le fantastique, suivait... Là, c'est un gars dans un truc de vieille station de train. Pourquoi, on ne sait pas. Avec plein de corbeaux autour et il y a un gars paumé là. C'est ça. De temps en temps, en fait, il passe dans une sorte de plan astral qui est une gare désaffectée. Où t'as un mec planté au milieu des... C'est nul, c'est tellement nul. Planté au niveau de la gare, tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où il vient, et il déblatère des lignes de dialogue faussement philosophiques avec les milliers de corbeaux dessus pour lui expliquer les concepts de la mort, de pourquoi il revient, machin, bidule. Et putain, et tout ça, ça prend 1 heure. Et ça prend 1 heure pour que notre pauvre personnage là, il comprenne, parce qu'il retourne dans ce plan astral quoi, 2 fois, 3 fois 3. Tiens, pour qu'il comprenne qu'il est mort, qu'il doit donc se venger. Tu es mort. Ah d'accord. Hein, tu es mort. Ah d'accord. Tu es mort. Oui, j'avais compris. C'est très bizarre comme construction de film, parce que tu sais depuis le début où le film va. Bref, pour que dans le dernier tiers, on ait enfin la vengeance, qui se résout en une séquence. Alors certes, une séquence assez longue, mais en fait, t'as qu'une seule séquence de vengeance. Ouais. Là où encore, je reviens au premier, c'était un pur revenge movie, où en fait, il allait remonter un à un les personnes qui l'avaient tué, et les tuer aussi d'une manière qui renvoyait à la manière dont ils avaient tué sa femme, etc. Donc t'avais toute une construction. Et alors, la dernière séquence... On spoil tout, hein, comme c'est nul, et que vous n'allez pas aller le voir, chers amis, on spoil tout. Alors, la dernière séquence, j'étais pas prêt, moi. Non, t'es d'accord ou pas? Oui. Non, mais t'as le souvenir d'un film un peu construit comme ça? Non.
moi, j'ai été hyper surpris. Donc, la dernière séquence est ultra gore, ultra violente, avec des séquences Mais attends, celle dans le théâtre ou celle la dernière? Bon, pour moi, c'est la même chose. Tu vois, ça démarre dans le théâtre et ça Oui, ce qui est complètement ridicule, puisque... on spoil tout, il y a un gros méchant, oui, c'est ça. Qui était au théâtre. Et en gros, quand The Crow, il tue tout le monde avec une violence inexpliquée qui ne sert à rien. Mais qui est littéralement absurde. C'est de la violence absurde. Absurde. À rien. Autant tout le film est lent, chiant, etc. Et d'un coup, il te fait une séquence qui pourrait être dans une sorte de... C'est une version ultra vénère et sanglante d'un John Wick. Ouais. Où il passe beaucoup de temps à monter des marches. En fait, ils ont voulu recréer la séquence des escaliers de John Wick 4, tu vois. Mais sauf que dans un petit escalier d'un théâtre qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. Et là, il va tuer, mais d'une manière... Enfin, c'était trop. Beaucoup trop, en fait. Et beaucoup trop inutile. Et ça sert à rien. Et du coup, là, il monte... Et puisqu'en fait on a vu des scènes juste avant pour nous expliquer que le grand méchant il était dans le théâtre, et bah là il monte, il tue ses gardes du corps, et là il trouve quelqu'un et il trouve pas l'autre, alors qu'on avait genre eu une scène 2 minutes avant pour dire qu'il était dans le théâtre. Ouais. Et il avait compris et tout. Et là la femme qui était paumée dans là où il était, il lui a expliqué que lui, il était parti dans son château. Oui, c'est vrai. Et du coup, il part dans le château. Il part dans le château, et il fait tout le château, il y a personne, alors que dans les scènes où il y a le grand méchant, il est entouré d'une quinzaine de personnes. Et là, dans son château, il n'y a personne. Ouais, c'est nul. C'est complètement ridicule. Et est-ce que tu te souviens de la séquence en mode évanescence entre l'opéra et le château? Là, ils nous font une scène comme dans un clip, tu sais, où tu as une sorte de musique et tu as The Crow qui marche dans la rue, il vient de défoncer 25 personnes d'une manière complètement absurde et complètement brutale. Et il marche dans la rue comme dans une pub pour un shampoing, tu sais. Putain. C'est nul, avec la musique en mode évanescence derrière et tout. C'est tellement nul. Oh là 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 là. Ce film-là, j'ai vraiment trouvé que c'était nul. Désolé, hein, je le répète, mais... Oh là là là. On va juste donner la note IMDb. Hein. La note IMDb, c'est l'une des plus basses qu'on ait fait. Hein, ouais, 4,7 sur 10. 4,7 sur 10. Donc, on n'est pas les seuls à trouver ça vraiment naze. Alors que l'originel doit plutôt être bien. Et l'original, il est noté 7,5. Ce qui, à mon avis, est un peu trop, parce que je ne sais pas si ça vaut 7,5. 7, ouais, un bon 7. Mais tu vois, l'original, c'était un petit film. C'était un petit film fait avec beaucoup de travail hyper graphique. En plus, derrière, on a fait le Dark City de Proyas. Ça, par contre, j'ai pas aimé. Ça, t'as pas aimé? Non. En fait, j'ai trouvé ça après un énorme coup de vieux. C'est moche. C'est vrai, tu trouves que c'est moche? Ah non, c'est vraiment moche. L'aspect néo-noir ou les effets spéciaux de la transformation de la ville? Les deux. Ah, moi, je trouve que s'il y a une partie de nos auditeurs qui est née autour des années 2000 et qui n'ont jamais entendu parler de Dark City, d'Alex Proyas, on leur conseille quand même de le découvrir. Moi, j'ai pas aimé. Moi, je vous le conseille. C'est vraiment un film de science-fiction très à part, très original, avec des concepts philosophiques et une ambiance qui est vraiment unique. Hein, il y a pas beaucoup. Moi, je vois aucun film qui lui ressemble. Donc, je le conseille. Est-ce que tu conseilles, d'ailleurs, on le fait là, on hack un peu l'ordre du podcast, mais est-ce que tu conseilles de voir l'ancien? Oui. Ouais. Mais l'ancien The Crow. Parce que encore une fois, l'ancien The Crow. Hein. Oui, l'ancien The Crow. On parle plus de Dark City. L'ancien The Crow, tu le conseilles? Oui. Ok. Passons au casting. Donc, on va aller vite, hein, parce que le casting, il se décompose en seulement quelques personnes. Donc,
Le personnage principal, c'est Bill Skarsgård. Alors, c'est le plus jeune fils de la fratrie des Skarsgård, parce qu'ils sont tous connus là-dedans. Hein. T'as le père, et je crois qu'il a 2 frères aussi. Lui, c'était le Ça du remake qui ont été faits en 2 parties en 2017 et 2019. On l'avait vu aussi dans Barbare, et de tête, on le voit aussi... Ah bah, il était dans le John Wick 4 d'ailleurs. Ça, c'est rigolo, je m'en souvenais plus. Il était dans le John Wick 4, et c'est marrant parce que moi, je crois que je l'ai vu dans autre chose, mais je ne vois pas là. Mais bon, il était pas terrible. Pour le coup, il était pas... Surtout, le personnage qu'on lui a donné était nul. Alors, en fait, donc, je suis pas sûr que cet acteur soit nul. Non, mais c'est ce que je dis, c'est le personnage qu'on lui a donné. Mais c'est le personnage, comment ils l'ont construit, et la manière dont ils l'ont grimé, en plus, qui est vraiment, vraiment ridicule. Parce que... Et c'est marrant, en revenant sur le personnage, comment ils l'avaient construit pour Brandon Lee, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Là, ils ont voulu exacerber le côté, tu sais, il est toujours torse-poil, il est hyper musclé, il a des tatouages partout, mais des tatouages vraiment en mode, tu sais, à moitié entre skinhead et punk à chien. Il est très repoussant, quoi. Il a un truc pas du tout... alors que le The Crow original, il a un côté vampire. Tu vois, il a une sorte de truc un peu mystique, tu vois, que tu trouves charismatique. Là, tu le trouves pas du tout charismatique, il est ridicule. Il est vraiment ridicule. Et il le surjoue à mort en faisant des... Puis bon, les lignes de dialogue sont absurdes. Donc tout est très... Donc, son amour de sa vie, c'est Shelly. Elle est nulle, par contre. C'est Shelly ou c'est une autre? Oui, c'est Shelly. Oui, c'est Shelly. Interprétée par F.K.A. Twigs. Écoute, je la connaissais pas, elle. Et je l'ai trouvée transparente. Mais t'es sûr que c'est elle? Sûr et certain. C'est Shelly, et même dans l'ancien. Alors là, papa, tu peux pas... Ok, peut-être. Bon, écoute. Ouais, très bien. Donc, oui. Ah oui, t'as raison. Bon, écoute, je l'ai trouvée transparente. Ah non, mais elle était complètement nulle. Voilà. Le méchant, Vincent Rogue. Qui est censé être le diable, non? Qui se fait tuer en un coup d'épée comme tous les autres. Mais on comprend rien à son pouvoir. Non, lui, on comprend... C'est-à-dire que le film dure 1h50, alors qu'il devrait en durer 1h30, ressenti 3h, et pourtant, ils n'ont pas réussi à développer les pouvoirs mystiques de son méchant. Tu comprends pas, il a un pouvoir de suggestion bizarre, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient, bref. Donc il est interprété par Danny Huston, qui est plutôt un acteur de second rôle qu'on voit dans... Il a une très longue carrière, il a joué dans The Constant Gardener, Les Fils de l'Homme, 21 grammes, X-Men Origins, bon, je vois juste ceux qui sont mis en avant sur IMDb, mais pour le coup il a fait beaucoup de second rôle. Ça fait partie de ces gens dont on connaît la tête mais pas le nom. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Les autres acteurs derrière, c'est vraiment des seconds rôles. On va finir sur la réalisation. Donc Rupert Sanders, c'est le réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur en 2012, puis Ghost in the Shell, le live action avec Scarlett Johansson en 2017. Avant de faire ce The Crow en 2024. Donc un type qui avait la réputation d'avoir un sens visuel. J'ai vraiment un vague souvenir de Blanche-Neige et le Chasseur. Je l'ai vu à l'époque et je l'ai jamais revu. Donc j'ai même pas, je pense, une seule image en tête. Voilà. Et Ghost in the Shell, étrangement, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et Ghost in the Shell... je sais pas trop quoi en penser de Ghost in the Shell. C'est pas mal, sans être génial, sans être nul non plus. Bon, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de cette réalisation? Le film n'est pas beau, hein. Le film est affreux. Il est hyper clinquant, il est moche, il est hyper numérique partout. Moi, le terme qui me vient à la tête, il est grossier, ce film.
Oui, je suis assez d'accord. Tu vois, rien n'est fin, rien n'est malin, rien n'est beau. Tout est grossier, tout est moche, tout est surexplicité, tout est... Bah. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je vais pas revenir sur le design du The Crow qui est nul. T'as aussi tout le travail sur la ville. C'est à la fois filmé de manière très fantastique. Là, on revient sur l'histoire, tu sais, où il est entre l'opéra et le château, où c'est hyper clipesque. Et des fois où c'est filmé comme une ville complètement lambda. À la différence de la manière dont Proyas faisait de la ville une sorte d'élément complètement fantastique et très Mad Maxien, presque, tu vois, dans l'original. Peut-être pas quand même, mais... Bah, t'avais cet esprit très post-apo un peu dans la ville du premier. Peut-être pas quand même. Non, tu trouves pas ? Non. Enfin, t'avais quand même le sentiment que c'était une ville... Ah oui. C'est la ville des enfers quand même, hein, où t'avais de la violence partout, tout le temps. On n'est pas sur du Mad Max, ni... c'est une ville... Oui, elle est très bien faite, la ville. Alors, est-ce que toi, tu penses à Mad Max Fury Road ? Là, pour le coup, moi, je pensais au premier Mad Max. Et dans le premier Mad Max, c'est un univers... Alors, c'est pas un univers dans les villes, mais c'est un univers où t'as encore les flics. Et à la base, le personnage de Max Rocksteady, le personnage de Mad Max, interprété par Mel Gibson dans le premier, c'est un flic. C'est un flic de la route. Ok. Bon, bref. Bon, est-ce qu'on en a dit assez ? Oui. Très bien. Tu veux rien rajouter sur la réalisation du film ? Non. Très bien. Il n'y a rien à rajouter pour le coup sur un film. Pour quel âge ? Bah, le truc, c'est qu'il est violent pour rien. Ouais, moi je trouve qu'il est complètement trop violent. Puis c'est vraiment absurde. Ouais. Avec des scènes, donc c'est un vrai 12 ans. Et de toute manière. Ça sert à rien de le voir. Ouais, de toute manière, ça sert à rien de voir ce film. Donc voilà. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film The Crow, le remake de Rupert Sanders Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que tu lui donnes une note ? 3 sur 20. 3 sur 20, donc c'est à éviter complètement. Ouais. Et moi, pareil, c'est nul. C'est 1 sur 10. Franchement, il n'y a rien à sauver dans ce film. Que ce soit l'histoire qui ne va pas, l'incarnation du personnage, la réalisation, tout est vraiment complètement loupé. C'est un film cynique, c'est un film mauvais, vraiment. C'est mal écrit, c'est mal réalisé, c'est mal joué. C'est un mauvais film, pour le coup. Bon, très bien. Mon fils, est-ce qu'on a un menu à partager avec nos auditeurs chéris ? On n'a jamais de menu. On n'a jamais de menu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que il faut pas oublier que c'est la rentrée. Et comme c'est la rentrée, on met un plan en place d'aide et de soutien pour étendre la communauté père et fils. On veut de nouveaux petits pères et fils buddies. C'est important. Donc, on like, on partage, on commente, on nous aide, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'on va avoir une surprise à partir du 100e ? Qu'on commence à y réfléchir. Parce que mais maintenant tu l'as dit. C'est nul. on dit qu'il y a une surprise. Bah voilà, tu l'as dit. D'accord. Parce que là, mine de rien, c'est le 88e épisode déjà. Ouais. Donc on s'approche à grands pas du 100e et on commence à réfléchir à une surprise pour le 100e et à quelques petits changements et améliorations pour père et fils. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est le moment d'avoir des petits buddies supplémentaires, père et fils, qui nous suivent dans nos aventures. T'es catastrophé. Bon, au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt.